Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'identité, la manière dont elle se construit, dont elle se consolide, et surtout nous allons voir ensemble comment développer tous les aspects de notre personnalité. Parce que l'objectif aujourd'hui, ça va être de montrer qu'on n'a pas une, mais bien plusieurs facettes à notre identité. Alors quand je dis ça, peut-être que vous avez en tête le syndrome de personnalité multiple ou le trouble dissociatif de l'identité. Ce serait normal parce que c'est un ressort scénaristique qui est très souvent utilisé dans les films ou dans les séries. Mais c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. On va voir ensemble que nous pouvons avoir plusieurs facettes à notre identité et que c'est tout à fait normal. God for therapy, right? On pourrait considérer, si vous acceptez cette idée, que notre personnalité, notre identité, elle est faite de plusieurs facettes. Un peu comme si nous étions tous et toutes de belles pierres précieuses, mais qui vont s'éclairer d'une manière différente en fonction de la lumière, de l'éclairage, des conditions extérieures, en fonction de l'endroit duquel on les regarde. Il faut une loupe de bijoutier pour voir les magnifiques détails d'un diamant. Il faut pouvoir ouvrir une géode et rentrer à l'intérieur pour pouvoir voir l'infinie beauté qui y réside. De la même manière, il faut que la température s'élève de manière significative pour voir que la pierre volcanique peut se transformer en lave et se remodeler à l'infini. Et bien de la même manière, il faut peut-être parfois des crises existentielles ou des conditions extérieures parfois défavorables pour que puissent se mobiliser et se manifester entièrement certains aspects, certaines facettes de notre personnalité qui ne s'étaient pas dévoilées jusque-là. Alors comment on devient soi-même? C'est très difficile de répondre à la question, mais vous imaginez bien que c'est quelque chose qui va se développer durant l'enfance et qui se consolide progressivement à l'adolescence et à l'âge adulte. Cette construction, elle est essentiellement narrative dans le sens où elle est le résultat de toutes les histoires que l'on a racontées sur nous durant notre enfance et que l'on commence à se raconter à propos de nous en grandissant. Et bien sûr, ce sont les histoires que racontent les personnes qui sont les plus proches de nous, qui sont les plus importantes dans cette construction identitaire. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler d'un modèle qui a été initialement théorisé par Gerald Kaplan. Gerald Kaplan, il était psychiatre, leader mondial d'un mouvement de psychiatrie préventive auprès des enfants, adultes et familles. Il a produit une contribution monumentale au domaine de la prévention, de l'intervention en situation de crise et de la consultation en santé mentale. Bien qu'inspiré du modèle de Kaplan, celui que je vais vous présenter, c'est une version améliorée par les thérapeutes de l'IFACT, qui est l'Institut de formation et d'application des thérapies de la communication à Lyon. Je vous encourage vivement à aller découvrir cet institut de formation dans lequel je me forme moi-même. Je vous mettrai le lien de leur site internet dans la description de la vidéo. Si vous vous intéressez à la thérapie d'orientation systémique et notamment à l'approche stratégique, ça pourrait vraiment vous intéresser. Ce que l'on va voir ensemble, c'est que l'identité, elle est constituée de plusieurs facettes et on va appeler ça des aires de l'identité. Il y en a 5 et je vais vous les représenter graphiquement dans un petit schéma. La première ère de l'identité dont on va parler, c'est l'ère génétique. Si vous suivez cette idée, c'est celle qui est la plus ancrée en nous. C'est celle qu'a priori, on ne pourrait pas changer. C'est je suis un homme, je suis une femme, je suis blond, je suis brun, je suis rouge, j'ai des taches de rousseur, etc., etc. Alors depuis quelques années, il est maintenant possible de changer cette identité génétique. Et grâce au progrès de la science notamment, il est aujourd'hui possible de changer de sexe. Si l'on est un homme, on peut devenir une femme et vice-versa. Il y a des pays dans lesquels c'est un petit peu plus facile qu'en France, mais chez nous c'est possible également. C'est pas le but de la vidéo d'aujourd'hui, mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et peut-être que ce sera le sujet d'une autre vidéo prochainement. La deuxième ère de l'identité dont on va parler, c'est l'identité familiale. Cette identité familiale, elle va commencer à se construire très tôt, à travers toutes les interactions dans le milieu familial. Elle est le résultat d'une construction complexe à la croisée des projections des parents et du comportement de l'enfant. Cette identité, elle se construit sur tous les messages de confirmation que les parents vont pouvoir adresser à leur enfant, tout comme les messages de disqualification potentielle. C'est ce qui va contribuer à construire le socle de confiance en soi et d'estime de soi pour l'avenir. La famille, elle joue bien évidemment un rôle très important dans la construction de l'identité. Parce que c'est la famille qui est finalement le laboratoire des expériences que vont faire les enfants pour commencer à comprendre la notion de statut, la notion de rôle, la différence entre les parents et les enfants, les différences de pouvoir qui peut exister au sein d'une famille. Donc c'est un endroit dans lequel, par les expériences que vont faire les enfants, ils vont commencer à se construire une représentation du monde et une perception de leur propre identité. On voit bien d'ailleurs à l'intérieur des familles la différence d'identité qui va être prêtée aux enfants. Il y en a souvent un qui va être le scientifique et l'autre le littéraire. Ou alors il y en a un qui va être le calme et l'autre qui va être le dynamique. Vous noterez que j'utilise ici des qualificatifs positifs. C'est ce que je vais appeler des messages de confirmation. Mais parfois ces messages, dans certaines familles, ils peuvent prendre la forme de messages de disqualification. À titre d'exemple, au lieu d'avoir le calme et le dynamique, on pourra avoir le fainéant et l'énervé. La manière dont sont dites les choses dans une famille est tout aussi importante que les mots qui vont être utilisés. Et s'il y a une dissonance, c'est bien le message non verbal qui sera capté par l'enfant pour donner du sens à son expérience. Donc bien sûr que les messages de qualification ou de disqualification qu'on va prononcer vont être très importantes dans la construction de l'identité familiale, mais la manière dont on le dit
est tout aussi importante. La troisième ère de l'identité dont on va parler, c'est l'identité sociale. Celle-ci, elle commence à se développer en général quand on rentre à l'école ou à la crèche, lors des premières expériences avec les copains, avec les copines, les camarades. Elle va ensuite commencer petit à petit à se développer de plus en plus quand on va grandir avec le cercle d'amis, le cercle de proches. À titre d'exemple, je pourrais me dire de moi, dans cette sphère sociale de l'identité, que je suis un bon ami, que je suis quelqu'un de fiable, qu'on peut compter sur moi. S'il y a un déménagement par exemple, même si mes bras ne sont pas les plus costauds qui soient, je suis quelqu'un de fiable, on peut compter sur moi, ça c'est une partie de mon identité sociale. Notez que je pourrais me percevoir comme étant quelqu'un qui a de l'humour dans la sphère sociale, mais pas du tout dans ma sphère familiale ou dans la sphère professionnelle par exemple. La quatrième ère de l'identité, ça va être l'ère sexuelle. C'est dans cette partie que se développe notre rôle sexualisé. J'attire votre attention sur le fait que cette ère-là, elle se développe également durant la petite enfance. Même si, évidemment, on ne parle pas de sexualité pour un enfant comme on parle de sexualité pour un adulte, c'est évident. Mais on va voir qu'à travers les premières interactions, et notamment tout ce qui tourne autour de la sensorialité, ça va être important dans la construction identitaire sexuelle d'un enfant pour plus tard. À titre d'exemple, il y a quelque chose qu'on fait de manière assez commune quand on a des enfants, c'est quand il y a quelqu'un de la famille qui vient ou des amis, on a tendance à demander à nos enfants d'aller faire un bisou, d'aller faire un câlin. Parfois l'enfant ne veut pas et on pourrait avoir tendance à le forcer un petit peu. Voyez bien que si on fait ça, on commence déjà à imprimer quelque chose dans son esprit vis-à-vis de la notion du consentement. Donc en définitive, ce que je vous conseillerais plutôt, c'est qu'en ce qui concerne le versant sensoriel, les bisous, les câlins, si l'enfant n'a pas envie, on ne le force pas. Et enfin, la cinquième ère, ça va être l'identité professionnelle. L'identité professionnelle, elle va se développer à partir des premiers stages que l'on va faire, les petits jobs d'été. J'observe qu'il y a de plus en plus de jeunes qui, après le lycée, vont faire des services civiques. Ça, c'est une expérience formidable pour arriver à développer cette identité professionnelle et pour pouvoir lui donner de l'espace. Cette ère de l'identité regroupe toutes les représentations que vous allez pouvoir développer et la petite histoire que vous pouvez vous raconter à propos de vous dans le cadre du travail. C'est le vous professionnel. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'essayer chez vous de trouver au moins 3 adjectifs qualificatifs qui vous représentent dans chacune des aires, mis à part l'ère génétique. C'est un exercice qui est assez difficile, parce qu'on n'a pas vraiment l'habitude de chercher des qualités chez nous. Mais s'il est difficile, vous pouvez déjà vous dire que vous pouvez ajouter l'humilité comme une de vos qualités. Pour vous donner une base de départ, commencez par imaginer ce que vos amis disent de vous en général, ou ce que votre famille dit de vous. Et puis comme ça, continuez pour chacune des aires. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est vous demander quelles sont les aires qui sont les plus développées chez vous. Donc je vais vous montrer maintenant de quelle manière est-ce qu'on peut représenter ça sur un petit schéma. En fait, ce que vous allez faire, c'est que si vous continuez à suivre cette théorisation, on peut se représenter visuellement sur le schéma les différences de développement des aires dans notre vie quotidienne. Il y a une dizaine d'années, j'avais 20 ans, l'ère professionnelle, elle n'était pas forcément très développée, l'ère sociale, elle était, elle, pleinement épanouie parce que c'était un moment de ma vie dans lequel j'étais à l'université, avec un groupe d'amis, etc. L'ère familiale était également assez développée, et l'ère sexuelle, je vous laisse voir le dessin. À partir du moment où vous avez fait ça, vous pouvez vous dire que si vous prenez les qualités qui font partie des aires qui sont les plus développées chez vous, vous allez pouvoir assez facilement les transférer vers d'autres aires de votre personnalité. Vous pouvez ainsi développer des qualités qui font partie de l'ère familiale vers l'ère sociale, ou des qualités de l'ère sociale vers l'ère professionnelle. Si vous êtes par exemple un ami de confiance, ou que vos proches disent facilement de vous qu'on peut vous confier des secrets, ou que c'est intéressant de venir vers vous lorsqu'on a besoin de réconfort ou d'être consolé, vous pouvez vous dire que ces qualités-là, elles sont bien développées chez vous dans l'ère sociale, et il suffit de pas grand-chose pour pouvoir les utiliser et les développer notamment dans l'ère professionnelle. Ça va dépendre des métiers dans lesquels vous êtes, mais j'ai plutôt tendance à penser que les capacités d'empathie, c'est quelque chose qui va être utile dans n'importe quel métier. Si je devais ajouter une petite touche personnelle à cette théorisation, j'ai tendance à penser qu'il y a à l'intérieur de nous des tas de capacités, des tas de ressources qui semblent sommeiller dans l'ombre et qui n'attendent que le bon moment ou les bonnes conditions extérieures pour pouvoir se révéler. Et parfois, cet activateur de compétences ou de ressources, ça pourrait être simplement un rite de passage. Visuellement, sur le petit schéma qu'on a fait, c'est comme si on pouvait dessiner en pointillé une ère de l'identité, des qualités, des ressources qui se développent dans l'ombre, et parfois, il manque juste le fait de pouvoir se sentir légitime à les développer pleinement dans une ère de notre identité. Donc le rite de passage, ça peut jouer ce rôle d'activateur par un acte symbolique. Si jamais ça vous intéresse, je vous renvoie à une précédente vidéo qui s'appelle Prendre son envol et qui va s'intéresser justement à cette notion des rites de passage et comment est-ce qu'on va pouvoir les utiliser dans le cadre de la thérapie. C'est une représentation graphique que je trouve particulièrement pertinente parce qu'elle parle beaucoup. Et surtout, elle permet de mettre en lumière des compétences que l'on a et qu'on n'imagine pas forcément. Faites le même en famille ou avec un groupe d'amis, vous allez voir que les autres vont pouvoir dire des choses de vous qui vont vous surprendre.
Cette théorisation, elle peut également être très intéressante à utiliser dans un cadre thérapeutique. En ce qui concerne la manière dont on l'utilise, si jamais vraiment vous souhaitez développer ça, je vous renvoie vers l'organisme de formation dont je vous parlais un petit peu plus tôt dans la vidéo. Vous aurez peut-être remarqué que j'ai essayé d'adapter un petit peu le rythme pour que ce soit plus digeste. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de la vidéo sur YouTube si c'est mieux pour vous. Merci encore, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.